Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette vidéo est de donner aux porteurs de projets qui répondent à l'appel Marie Sklodowska-Curie Doctoral Networks 2022 des instructions afin de compléter la partie A de leur proposition de projet. La proposition de projet MSIA Doctoral Networks est composée de trois parties: la partie A, la partie B1 et la partie B2. La partie A, qui est à remplir en ligne sur le portail Funding and Tenders de la Commission européenne, correspond au formulaire administratif. La partie B1 inclut une page de garde, une page de table des matières, la liste des organisations participantes, qui doit correspondre à celle indiquée en partie A et ne doit pas excéder 2 pages, ainsi que les sections Excellence, Impact et Mise en œuvre de la proposition de projet. La partie B1 dans son ensemble ne doit pas excéder 34 pages. La partie B2 n'est pas limitée en nombre de pages. Elle se compose de 5 sections. Une section dédiée à l'organisation du réseau dans laquelle la structure et les procédures de gouvernance du réseau vont devoir être décrites. Une section dans laquelle il va falloir décrire comment les principes de la MSCA Green Charter vont être pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Une section dédiée à la description des organisations participantes, à savoir les bénéficiaires, les partenaires associés et les partenaires associés liés à un bénéficiaire. Une section permettant d'inclure les lettres d'engagement qui sont obligatoires pour les partenaires associés sans aucun lien avec un bénéficiaire. Et enfin, une dernière section applicable uniquement au projet Doctoral Networks Joint Doctorates, permettant d'inclure les lettres de préaccord obligatoires pour les partenaires académiques délivrant un diplôme double, multiple ou conjoint, et ceux, qu'ils soient bénéficiaires, partenaires associés ou partenaires associés liés à un bénéficiaire. Les parties B1 et B2, qui correspondent à la description technique du projet, sont deux documents distincts qui doivent être déposés sur le portail en format PDF. Afin d'accéder au dossier de la proposition, vous devez vous rendre sur le portail Funding and Tenders Opportunity de la Commission européenne et vous créer un compte EU Login si vous n'en avez pas déjà un. Pour la création d'un nouveau compte, il suffit de cliquer sur Register. Pour vous connecter avec vos identifiants, cliquez sur Login. Une fois connecté, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur la page de l'appel à proposition de projet MSCA Doctoral Networks. Sur cette dernière, dans la section Submission Service, cochez le type d'action à laquelle vous répondez. Vous aurez alors le choix entre un Doctoral Network classique, un Doctoral Network Joint Doctorate et Doctoral Network Industrial Doctorate. Puis cliquez sur Start Submission. Vous arrivez alors sur cette page. Vous devrez commencer par renseigner le Participant Identification Code, le code PIC, de votre organisme. Si vous ne le connaissez pas, vous aurez la possibilité de le retrouver grâce au moteur de recherche de la Commission européenne en cliquant sur Search. Vous aurez également la possibilité de créer un code PIC pour votre organisme si celui-ci n'a jamais déposé de projet européen auparavant. Attention, un PIC est attaché à un organisme, une entreprise et pas à un laboratoire ou au département d'une entreprise. Vous devrez ensuite indiquer votre rôle dans le projet, main contact ou contact person. Le rôle de main contact est en général réservé aux responsables scientifiques du projet au sein de l'organisme. Il convient de noter que le responsable scientifique, comme tout autre personnel de l'organisme, peut démarrer la proposition de projet. Enfin, vous devrez renseigner l'acronyme, le résumé et le panel scientifique dans lequel vous souhaitez faire évaluer la proposition de projet. Pour le choix du panel, il vous suffit de le sélectionner dans le menu déroulant. À noter qu'il sera possible de modifier ces informations ultérieurement dans la partie A. Une fois sur la page dédiée aux participants, vous aurez la possibilité d'ajouter d'autres contacts pour votre organisme. Nous reviendrons sur ce point avec la slide suivante. Vous pourrez également modifier les contacts renseignés, voire les supprimer si vous aviez fait une erreur. Vous aurez également la possibilité d'ajouter les autres membres de votre consortium, qu'ils soient bénéficiaires ou partenaires associés, avec ou sans lien avec un bénéficiaire. Pour ajouter un autre bénéficiaire, il vous faudra cliquer sur Add Partner et renseigner le PIC de l'entité légale concernée. Vous aurez ensuite la possibilité d'indiquer un ou plusieurs contacts pour cette entité
en cliquant sur Add Contact. Pour ajouter un partenaire associé, qu'il ait ou pas un lien avec un bénéficiaire, il vous faudra cliquer sur Add Associated Partner et renseigner le PIC de l'entité concernée. Attention, il n'est pas possible d'ajouter de contact pour les partenaires associés avec ou sans lien avec un bénéficiaire. Les personnels des partenaires associés n'ont donc pas accès à la proposition de projet en ligne. À noter qu'une fois encodé, il n'est pas possible de changer l'ordre des partenaires. Il est donc conseillé d'avoir finalisé le consortium et défini un ordre, avec notamment les bénéficiaires en premier, suivi des partenaires associés, avant de commencer à encoder les partenaires. Une fois vos partenaires encodés, cliquez sur Save and Go to Next Step. Vous pourrez revenir sur la page dédiée aux participants et opérer des modifications autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à la clôture de l'appel à projet. Revenons un instant sur l'ajout des contacts pour les partenaires bénéficiaires. Chaque partenaire bénéficiaire doit avoir à minima un contact principal qui est généralement le responsable scientifique du projet au sein de l'entité bénéficiaire. Il est ensuite possible d'ajouter autant de personnes contacts que nécessaire. Il s'agit en général de personnel de l'entité bénéficiaire accompagnant le montage de la proposition de projet ou amené à gérer le projet en cas de sélection pour financement. Pour chaque contact ajouté, vous devrez définir son rôle dans le projet, contact principal ou personne contact, ainsi que ses droits d'accès à la proposition de projet, en lecture uniquement ou en lecture et en écriture. Par défaut, le contact principal de chaque partenaire bénéficiaire a un droit d'accès à la proposition de projet en lecture et en écriture. Attention, toutes les personnes contacts que vous aurez ajoutées et auxquelles vous aurez donné un accès à la proposition en lecture et en écriture, autrement dit en full access, seront en capacité d'opérer des modifications sur la partie A de votre proposition de projet. Il est conseillé de donner un droit d'accès en full access uniquement aux personnes contacts à qui il sera demandé de renseigner des informations directement en ligne. Maintenant que votre proposition de projet est créée et que les participants sont renseignés, vous allez pouvoir démarrer votre proposition. En cliquant sur Edit Forms, vous aurez accès à la partie A à remplir en ligne. En cliquant sur View History, vous accéderez à l'historique des modifications réalisées sur la partie A et en cliquant sur Print Preview, vous obtiendrez une extraction en format PDF de la partie A en l'état. Vous aurez également la possibilité de télécharger les templates des parties B1 et B2 en format Word en cliquant sur Download Part B Templates. En cliquant sur Upload, vous pourrez déposer vos parties B1 et B2 en format PDF sur la plateforme. Vous pourrez toujours revenir à la page dédiée aux participants en cliquant sur Back to Participants List. Une fois la partie A complétée et les versions finales des parties B1 et B2 déposées, vous aurez la possibilité de cliquer sur Validate pour vérifier qu'il n'y a pas d'informations manquantes ou d'erreurs avant de soumettre votre proposition de projet en cliquant sur Submit. La partie A se compose de 4 sections. Les informations générales de la proposition de projet, les participants au projet, le budget et les questions d'éthique et de sécurité. Commençons avec la section dédiée aux informations générales en cliquant sur Show. L'acronyme est déjà renseigné puisque vous l'avez indiqué sur la plateforme lorsque vous avez créé la proposition. Toutefois, si vous souhaitez le modifier, c'est à ce niveau. Il vous suffit de cliquer sur le champ dédié et de remplacer par votre acronyme actuel. Vous devez également, à cette étape, indiquer le titre complet du projet, titre qui ne peut excéder 200 caractères, ainsi que sa durée totale, qui peut aller jusqu'à maximum 48 mois pour un projet Doctoral Network. Le panel scientifique sera également déjà renseigné, puisque vous l'avez indiqué sur la plateforme en créant la proposition. Toutefois, vous pouvez le modifier ici en cliquant simplement sur le menu déroulant. Vous devrez ensuite renseigner un ou plusieurs descriptors, ainsi que des mots-clés. Il convient de garder en mémoire que les descriptors et les mots-clés permettront de déterminer quels évaluateurs seront les plus à même d'évaluer votre projet. Concernant les mots-clés, nous vous conseillons de mettre les plus percutants et les plus porteurs pour votre projet. Revenons un instant sur les descriptors. Une fois que vous aurez sélectionné le panel scientifique, vous pourrez renseigner un premier descriptor. Il sera alors forcément lié à ce panel scientifique.
Puis vous pourrez ajouter d'autres descriptors de votre panel scientifique ou non en cliquant sur le bouton Add. Vous pourrez en ajouter jusqu'à 5. Cela vous permettra ainsi, si vous avez un projet multidisciplinaire, de renseigner les descriptors de votre panel principal ainsi qu'un ou plusieurs descriptors de votre panel secondaire. Ici, il faudra écrire le résumé de votre projet. Il s'agit d'une courte présentation de celui-ci, mais qui doit aborder l'ensemble des points clés et objectifs de votre proposition. Il doit donner envie aux experts évaluateurs de lire l'intégralité de votre projet. Il est conseillé de le rédiger en dernier, une fois la proposition terminée. Ici, vous devrez indiquer si vous avez déjà déposé une proposition similaire au cours des 2 dernières années. Si c'est le cas, vous devrez indiquer le numéro de la proposition déposée. La dernière partie de la section des informations générales est dédiée aux déclarations. Vous devrez notamment certifier que vous avez le consentement des autres participants quant à leur participation au projet et au contenu de la proposition, que les informations contenues dans la proposition sont correctes et qu'aucune des activités du projet n'a démarré avant la soumission de la proposition, et que les participants respectent les critères de participation et qu'ils ont la capacité financière et opérationnelle pour mener à bien ce projet. Afin de se couvrir avant de cocher chacune de ces déclarations, le coordinateur du projet peut, s'il le souhaite, demander à chacun des membres du consortium de signer un contrat, parfois appelé Letter of Understanding ou Memorandum of Understanding, avant la soumission du projet. Ce contrat permet en effet de formaliser chacune de ces déclarations et peut aussi servir à garantir la confidentialité des échanges pendant la phase de montage du projet. Ce contrat qui reste interne au consortium et qui n'a pas à être intégré à la proposition de projet est généralement remplacé par l'accord de consortium si la proposition de projet est sélectionnée pour financement par la Commission européenne. Passons maintenant à la section dédiée aux participants. Pour remplir les informations concernant votre organisation, cliquez sur Show Participants Details. De la même façon, il faudra également remplir les informations concernant les autres bénéficiaires du projet et les partenaires associés, qu'ils aient ou pas un lien avec un bénéficiaire. Certaines informations seront déjà présentes dans le formulaire. Elles sont associées au code PIC de l'établissement. Vous devez indiquer le ou les départements impliqués dans le projet. Par département, on entend unité de recherche ou école doctorale pour les partenaires académiques, ou département s'il s'agit d'une entreprise par exemple. Si le département, l'unité de recherche ou l'école doctorale impliquée est situé à la même adresse que l'adresse associée au code PIC déjà présente dans le formulaire, cochez même adresse que l'organisation. S'il s'agit d'une petite structure non organisée en département, cochez non applicable. Si la structure fait partie du même groupe, contrôle ou est contrôlée par un autre partenaire du projet, il faudra indiquer le type de lien et préciser avec quel partenaire. Attention, les 3 types de liens possibles, même groupe, contrôle ou est contrôlé, ne correspondent pas au lien entre un bénéficiaire et un partenaire associé lié lorsque le lien est constitué par une unité de recherche conjointe. Ce type de lien devra être décrit pour chaque partenaire associé lié à un bénéficiaire dans la partie B2 de la proposition de projet. Dans la partie suivante du formulaire, vous devez renseigner les informations administratives concernant le contact principal, qui est généralement le responsable scientifique du projet au sein de l'organisation. Ses noms, prénoms et adresses mail apparaîtront automatiquement lorsque vous lui donnerez accès au projet. Il ou elle pourra aussi se connecter et renseigner ces informations, les personnes ajoutées en tant que contact principal ayant automatiquement un droit d'accès à la proposition de projet en écriture. Les informations à renseigner sont le titre, docteur, professeur, monsieur ou madame, le genre, femme, homme ou non-binaire, la fonction au sein de l'organisation, le département ou l'unité de recherche au sein de laquelle le contact principal exerce ses fonctions, ainsi que l'adresse du département ou de l'unité de recherche concernée. Le site web, qui peut être celui de l'organisation ou une page professionnelle du contact principal, et enfin son numéro de téléphone.
Toutes les personnes contacts ajoutées pour l'organisation au moment de l'encodage des partenaires bénéficiaires apparaîtront dans le tableau Other Contact Persons. Vous avez la possibilité de renseigner le numéro de téléphone de chaque personne contact. Ensuite, renseignez les informations concernant les chercheurs de l'organisation bénéficiaire qui seront impliqués dans le projet. Il est bien précisé dans le guide du candidat que cette section n'est pas à renseigner pour les partenaires associés avec ou sans lien avec un bénéficiaire. Attention, il faut lister ici uniquement les chercheurs impliqués et pas l'ensemble du personnel de l'organisation impliqué dans le projet. D'après la définition mentionnée dans le formulaire, un chercheur est un professionnel engagé dans la conception ou la création de nouvelles connaissances. Il conduit des activités de recherche et développe des concepts, des théories, des modèles, des techniques, des instruments, des logiciels ou des méthodes opérationnelles. Pour chaque chercheur impliqué, renseignez son titre, ses noms et prénoms, son genre, sa nationalité, son adresse mail, son stade de carrière, allant de D pour les doctorants jusqu'à A pour les professeurs ou directeurs de recherche, son rôle dans le projet, leading pour le responsable scientifique, qui est aussi le contact principal, ou team member pour les autres chercheurs impliqués. Enfin, il faudra renseigner, le cas échéant, un identifiant, c'est-à-dire un numéro ou un code permettant d'identifier le chercheur, en précisant de quel type d'identifiant il s'agit. Concernant les types d'identifiants, vous avez le choix dans un menu déroulant entre le numéro ORCID, un Researcher ID de Web of Science ou tout autre type d'identifiant. Vous devrez ensuite cocher les cases qui correspondent au rôle de l'organisation bénéficiaire dans le projet. Par exemple, recherche, communication et diffusion des résultats, formation et gestion de projet. Il est attendu que chaque partenaire bénéficiaire participe aux activités de communication et de diffusion des résultats, ainsi qu'aux activités de gestion de projet. À noter que de la même façon que pour la liste des chercheurs impliqués, il est précisé dans le guide du candidat que cette section n'est pas à renseigner pour les partenaires associés, qu'ils aient ou pas un lien avec un bénéficiaire. Pour ces partenaires associés, ces informations devront être décrites dans les sections pertinentes des parties B1 et B2. Comme précisé dans le guide du candidat, la section suivante mentionnant les publications, jeux de données, logiciels, biens et services, les projets ou activités antérieures ainsi que les équipements ou infrastructures pertinents au regard du projet proposé n'a pas à être complétée, que ce soit pour les partenaires bénéficiaires comme pour les partenaires associés avec ou sans lien avec un bénéficiaire. Ces informations figureront dans la description de chaque organisation participante en section 6 de la partie B2. Vous pouvez donc laisser cette section vide pour tous les partenaires, quel que soit leur statut, en partie A. Vous devez enfin indiquer si l'organisme dispose d'un plan d'égalité de genre respectant à minima les prérequis listés, comme par exemple le fait qu'il s'agisse d'un document formel publié sur le site web de l'organisme et signé par la direction de l'organisme. Disposer d'un plan d'égalité de genre respectant ces prérequis est un critère d'éligibilité pour les entités publiques, comme les ministères, les municipalités ou les organisations de financement de la recherche, les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés et les organismes de recherche publics ou privés basés dans un État membre ou un pays associé à Horizon Europe. Un bénéficiaire n'ayant pas ce type de plan d'égalité de genre au moment de la signature de la convention de subvention ne sera pas éligible pour financement par la Commission européenne. Passons maintenant à la section 3 de la partie A dédiée au budget. Veuillez noter que le budget par bénéficiaire est calculé automatiquement en fonction des informations renseignées. Effectivement, ce sont des sommes forfaitaires en personnes par mois qui vous seront versées. Pour chaque bénéficiaire, il va falloir renseigner le nombre de doctorants recrutés et le nombre total de personnes par mois qui seront effectuées par ce doctorant ou ces doctorants. S'il est prévu que le bénéficiaire recrute un doctorant pour 36 mois, il faudra donc indiquer 1 dans la colonne nombre de chercheurs recrutés et 36 dans la colonne nombre de personnes par mois. S'il est prévu que le bénéficiaire recrute 2 doctorants
pour 36 mois chacun, il faudra indiquer 2 dans la colonne nombre de chercheurs recrutés et 72 dans la colonne nombre de personnes par mois. C'est le nombre indiqué dans la colonne nombre de personnes par mois qui va déterminer le montant des différentes contributions qui seront perçues par le bénéficiaire. Le coefficient correcteur du pays dans lequel le bénéficiaire est basé est également appliqué automatiquement à la contribution Living Allowance. Concernant le forfait Family Allowance, celui-ci est ajouté automatiquement pour chaque doctorant qu'il est prévu de recruter à hauteur de 75% du forfait total, indiqué dans le programme de travail. Effectivement, le statut familial des futurs doctorants étant inconnu au moment du montage de la proposition, le réajustement sera fait plus tard quand tous les doctorants seront recrutés. Il faut également noter que les bénéficiaires d'un projet Doctoral Networks peuvent se mettre d'accord sur la mise en commun d'une partie de la contribution Research Training and Networking Costs et de la contribution Management and Indirect Costs pour couvrir des dépenses communes comme par exemple le recrutement d'un manager de projet ou encore les frais d'organisation d'un événement de formation à l'échelle du réseau. Cette stratégie de gestion financière qui est interne au consortium n'apparaîtra pas dans la section budget de la part A, mais il est conseillé de le détailler le cas échéant dans la section Network Organization de la part B2 de la proposition. Nous vous présentons ici un exemple d'un budget pour un Doctoral Network Joint Doctorate dans lequel il est prévu le recrutement de 15 doctorants par 12 bénéficiaires. D'après les règles MSCA Doctoral Networks, il n'est pas possible que l'ensemble des bénéficiaires basés dans un même pays cumulent plus de 40% de la contribution totale allouée au projet. Il ne faut pas raisonner en termes de nombre de doctorants recrutés par pays, mais bien en termes de contribution totale allouée aux organismes d'un même pays, car les coefficients correcteurs par pays peuvent influencer sur le pourcentage de contributions cumulées dans un même pays. Il est donc conseillé de ne pas attendre le dernier moment avant de compléter cette section budget pour s'assurer que la règle des 40% maximum cumulés dans un même pays est bien respectée. Si un pays cumule plus de 40% de la contribution, la case du pays sera surlignée en jaune une fois que vous aurez complété les informations et cliqué sur Save. Passons maintenant à la dernière section de la part A dédiée aux questions d'éthique et de sécurité. Dans cette section, vous aurez tout d'abord un questionnaire à remplir concernant les éventuelles questions éthiques liées à votre projet. Il y a 9 catégories de questions. Pour chaque question, vous devez cocher oui si votre projet est concerné par le point évoqué ou non si ce n'est pas le cas. Si la réponse est oui, vous devrez indiquer la page de la partie B où ce point est évoqué pour la première fois. Ensuite, vous allez devoir expliquer comment vous allez traiter ces questions. Dans le premier bloc, vous devrez expliquer en détail les questions éthiques liées aux objectifs, à la méthodologie ou encore à l'impact des activités prévues dans votre projet. Dans le second bloc, vous devrez décrire comment les potentielles questions éthiques vont être traitées de façon à ce que votre projet respecte les principes éthiques et que les activités proposées s'inscrivent bien dans le respect de la législation européenne et nationale des pays dans lesquels elles vont être menées. Vous trouverez ensuite un questionnaire concernant les aspects sécurité. De la même manière que pour le questionnaire précédent, vous devez cocher oui ou non en fonction de votre projet. Si vous cochez oui, vous devrez indiquer la page de la part B où ce point est mentionné pour la première fois. Une fois les 4 sections de la partie A complétées, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Validate Form afin de vous assurer que tout a été bien rempli. En cas d'erreur, vous aurez une alerte rouge sur le point concerné et cela bloquera le processus de soumission. Il est également possible que vous ayez des alertes de couleur orange. Toutefois, celles-ci n'empêcheront pas la soumission. Une fois les erreurs corrigées, vous pouvez sauvegarder votre partie A en cliquant sur le bouton Save Form. Pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous vous invitons également à consulter la page dédiée aux actions Marie Sklodowska-Curie sur le site français Horizon Europe, ainsi que notre page LinkedIn. Bonne chance à tous!